Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Rouget Show. Voilà. Bonsoir au commandant et à tous ceux qui sont avec nous ici tous les soirs, pour ne pas dire tous les lundis et tous les mercredis, pour décortiquer un peu la politique de Côte d'Ivoire. Bonsoir à M. Adjei qui viendra nous rejoindre tout à l'heure et tous les autres pasteurs à cas qui, quand ils le pourront, nous rejoindront. Bonsoir à vous, les Ivoiriens, et à nos frères de la sous-région qui, eux aussi, nous apportent leur soutien. Nous avons notre frère Sissoko qui vient souvent ici participer. Donc, nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver avec vous encore ce soir. Et ce soir, nous voulons parler encore de la Côte d'Ivoire, de tous les événements du week-end, de ce samedi qui vient de finir. Alors, vous savez tous que la semaine dernière, l'opposition avait prévu une marche qui avait été reportée parce que le gouvernement avait jugé que ce n'était pas opportun et en bon démocrate, eh bien, les opposants ont, non pas qu'ils ont capitulé devant le pouvoir, mais ils ont accepté de reporter cette marche-là pour justement la faire dans des conditions meilleures. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons tous vu en Côte d'Ivoire que cette marche a eu lieu. Alors ce soir, nous voulons vraiment tirer un peu, tirer les leçons de cette marche. Est-ce que cette marche a apporté du fruit? Est-ce que cette marche a ajouté quelque chose? Ou alors est-ce que cette marche va créer plus de problèmes en Côte d'Ivoire, surtout pour les opposants? Parce que comme vous le savez, la répression en Côte d'Ivoire maintenant est en marche. Le pouvoir de M. Ouattara est passé à la vitesse supérieure, avec l'oppression et les arrestations. Donc, voilà. Alors, nous avons ces questions que nous nous posons. Ensuite, nous avons aussi le mot d'ordre. Voilà. Le mot d'ordre de la société civile avec Mme Pulchéry Ballet. Voilà. Et qui a d'ailleurs, selon des rumeurs, a été interpellé. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais si cela est vrai, ça ajoute encore un peu de tristesse à cette image de la Côte d'Ivoire qui est devenue le terrain d'une une sorte de dictature, de tyrannie où on est facilement en train d'arrêter les gens, de les mettre en prison sans aucun procès, sans aucune forme de légalité, où on décide de fatiguer tout le monde parce que les gens expriment leurs droits civiques et c'est vraiment parti pour les troubles en Côte d'Ivoire, mais des troubles en tout cas qui sont en train de présager une chute certaine de M. Ouattara parce que vous savez, très souvent les leaders africains ne prêtent pas attention à ce genre d'événements, mais croyez-moi, quand la population commence à manifester son mécontentement et que ça se passe si doucement, très souvent les opposants, les gouvernants, nos gouvernants pensent qu'ils tiennent le bon bout et qu'on ne peut rien leur faire, et jusqu'à ce qu'un matin, ils se rendent compte que la marée humaine a réussi à les déloger et on les voit dans les avions en train de fuir vers la France ou bien vers un pays africain comme le Maroc, etc. Donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, est-ce que la marche du samedi a été un succès? Est-ce qu'elle a été un échec? Voilà, nous allons en parler. Est-ce que les Ivoiriens ont compris? Voilà. Est-ce que les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que le changement dépend d'eux? Voilà. Et que c'est eux qui doivent lancer la marche, la machine, qui doit mettre en marche la machine qui va créer la chute du président Ouattara. Est-ce que les Ivoiriens sont conscients de leur force de frappe? Et aujourd'hui, c'est important, nous allons en parler, nous allons vraiment décortiquer cela parce que vous savez qu'un peuple ne parle pas, très souvent, les gens pensent que c'est parce que ce peuple est faible. Mais quand ce peuple se lève, quand il y a le soulèvement, eh bien, c'est un sérieux problème. Et on se rend tous compte aujourd'hui que
le gouvernement, même s'il fait comme s'il tient le bon bout, est quelque part perturbé par tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que justement, leur pouvoir est d'une manière ou d'une autre inquiété, parce que jusqu'à quand pourront-ils intimider la population? Jusqu'à quand pourront-ils faire peur aux gens? Jusqu'à quand réussiront-ils à maintenir les Ivoiriens dans les maisons, à empêcher les Ivoiriens de réagir? Jusqu'à quand? Voilà, jusqu'à quand pourront-ils eux-mêmes résister à la pression du peuple? Voilà des questions très importantes et nous savons que au fur et à mesure que la population commence à gronder et que le nombre de ceux qui ne sont pas d'accord augmente, eh bien, nous savons tous que d'un moment à l'autre, ça peut faire, comme on dit en français, ça peut faire mouche. Et quand ça fait mouche, eh bien, c'est dangereux pour le pouvoir parce qu'ils risquent de perdre ce pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Évidemment, nous assistons à toute cette manifestation d'orgueil avec des discours hautains, mais nous savons tous que dans le fond, les choses chauffent. Alors, avant que nos frères ne se joignent à nous, voilà, nous voulons commencer en analysant justement cette marche du 11. D'abord, c'est une marche qui a été organisée par le Front commun. Donc, le PDCI et le PPACI qui se sont mis ensemble pour justement manifester leur mécontentement et pour montrer au gouvernement que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec le 4e mandat. Les Ivoiriens ne veulent plus du 4e mandat. Ils ne veulent plus de M. Alassane Ouattara au pouvoir. Pardon. Ils ne veulent plus de ce pouvoir. Ils veulent une alternance. Voilà. Ils veulent une alternance. Et donc, voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et cela est une preuve que les Ivoiriens n'en peuvent plus. C'est une preuve que les Ivoiriens sont dégoûtés. Et quand un peuple commence à se sentir dégoûté, croyez-moi, c'est très, très dangereux parce que on ne peut pas maîtriser le peuple quand il est fâché. Donc, cette marche du 11 a porté du fruit. À mon sens, elle a porté du fruit parce que c'est une marche qui est en train de montrer aux Ivoiriens que oui, ils peuvent le faire, oui, ils peuvent sortir, oui, ils peuvent inquiéter le pouvoir de M. Ouattara, oui, ils peuvent inquiéter le gouvernement et ça se voit par les sorties, par tous les discours guerriers que nous entendons, mais c'est très clair que cette marche a dérangé un peu le pouvoir parce que le problème, c'est que d'habitude, la première marche, ne l'oubliez pas, c'est passé sans difficulté. Les gens sont sortis, ils ont marché paisiblement et puis ils sont rentrés chez eux. Dans cette marche qui vient de se dérouler, eh bien, ils ont montré, pour ne pas dire, ils ont démontré qu'ils sont téméraires, qu'ils sont déterminés et qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent et que personne ne pourra les empêcher justement d'obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Voilà, donc c'est très clair dans la tête de tous ces Ivoiriens qui sont sortis le 11 que on va pousser jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout, on va continuer à tempêter jusqu'à ce que le gouvernement capitule. Et c'est dans cette mouvance. Donc, de ce point de vue-là, mais la marche a été un succès. Voilà. Donc, croyez-moi, comme on dit souvent chez nous, on dit c'est doucement, doucement, voilà, que on remplit la barrique. Donc, avec des gouttes d'eau qui tombent, on finit par avoir un seau d'eau. Donc, le fait que aujourd'hui cette marche ait même poussé les hommes en armes à balancer des lacrymogènes pour essayer d'empêcher les jeunes gens d'avancer et de gagner du terrain, ça montre vraiment que le pouvoir est en danger et le pouvoir le sait. Parce que, écoutez, il y a de cela 10 ans, qui pouvait sortir en Côte d'Ivoire? Qui pouvait même parler contre le président Ouattara? Voilà. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux comment les enfants insultent la mère du président de la République. En fait, les gens pensent que
c'est de la désinvolture. Mais c'est ça, là, ça c'est la manifestation du rejet de Dieu du rejet de quelqu'un par Dieu. Vous voyez, quand le pouvoir de quelqu'un est fini, quand l'aura de quelqu'un est vilipendée, cette personne-là, elle devient spirituellement vulnérable. Et nous remercions Dieu qu'aujourd'hui, M. Ouattara soit ainsi, parce qu'il est dégradé, il est vilipendé, voilà. Et Dieu merci pour cela, parce que ça montre que son temps est fini. Et donc, le fait de s'accrocher à ce pouvoir ne veut pas dire que M. Alassane Ouattara va forcément rester au pouvoir. Il peut s'y accrocher s'il veut, mais c'est son temps de partir. Et malheureusement, il ne s'est pas lire entre les lignes. Et donc, il va avoir une chute tellement fracassante qu'il ne pourra pas s'en relever. Voilà. Donc, ça, c'est un signe qui nous montre que cette marche, voilà, est très importante. Cette marche est un grand signe. Voilà. Et ce grand signe-là, nous devons le saisir comme une victoire, une première victoire, parce qu'il y a des grandes victoires qui vont certainement arriver. Et croyez-moi, le président Ouattara, rien ne prouve qu'il va tomber aujourd'hui. Hein. Il peut même aller aux élections, il peut même gagner les élections ou se proclamer vainqueur des élections et puis tomber. C'est-à-dire que actuellement, M. Ouattara est sûr qu'avec l'armée, avec les policiers, les gendarmes, il peut intimider. D'ailleurs, ce qui nous parvient de l'armée, c'est qu'ils sont en train de menacer les hommes en armes pour leur dire que s'ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire, eh bien, leurs enfants et leurs femmes seront visités. Visités par qui? On ne leur a pas dit. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, au milieu des gendarmes, des policiers et des militaires, il y a cette psychose-là où on leur dit que si vous ne faites pas ce que le gouvernement vous demande de faire, eh bien, vos familles seront kidnappées ou arrêtées ou emmenées certainement à l'hôtel Sebroco. Vous connaissez leur méthode. Et donc, ça va pousser, en fait, les militaires et tous les hommes en tenue, ça va les pousser justement à soutenir la cause de M. Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas un problème, en fait. Il peut même soutenir la cause du président Ouattara et puis il va tomber. Hein. Vous savez, quand les dictateurs tombent là, ce n'est pas parce que le pouvoir, l'armée n'était pas là. L'armée est là quand les dictateurs tombent. L'armée est toujours là quand tous ceux qui se proclament Seigneur Tout-Puissant tombent du pouvoir et qui tombent comme un fruit pourri, qui tombent et qui s'écrasent par terre. Donc, M. Ouattara pourra certainement se convaincre lui-même de ce mensonge selon lequel les Ivoiriens l'aiment, les Ivoiriens veulent qu'il soit encore candidat, mais nous savons tous que les seuls qui veulent que M. Ouattara soit candidat, c'est son entourage proche parce que eux savent que s'il n'est plus candidat, ils sont en danger, ils peuvent être poursuivis et à La Haye et en Côte d'Ivoire. Donc pour cela, M. Ouattara est le candidat des Ivoiriens, mais les manifestations sont en train de nous montrer que Alassane Dramane Ouattara n'est pas réellement le candidat de la Côte d'Ivoire, il n'est le candidat que de ceux qui sont autour de lui, de ceux qui trompent son orgueil, de ceux qui le caressent dans le sens des poils et ceux qui lui font croire qu'il est le meilleur. Et ça, c'est un grand problème parce que finalement, M. Alassane Ouattara va se casser la figure puisqu'il ne sait pas lire entre les lignes. Donc, de ce point de vue, cette marche a porté du fruit et nous espérons que ça va continuer. Alors, aujourd'hui, cette marche aussi a apporté quelque chose de nouveau, hein, avec le réveil de la FECI. Nous savons tous la force de frappe de la FECI en Côte d'Ivoire. Voilà. Et cette FECI, croyez-moi, elle est très importante pour déstabiliser tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce que la FECI a fait dans le passé et nous savons aujourd'hui que ce sont les rejetons de la FECI qui ont dirigé la politique ivoirienne pendant ces dernières 20 années, 20 années, je vais me blesser, comme on dit en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement de Blaise Oudé, de Soro Guillaume, tous ces gens étaient à la FECI, c'était les ténors de la FECI, à part M. Doumbia Major qui, lui, s'est contenté de prendre un petit poste au milieu du RHDP et d'avaler sa langue. Mais tous les autres ont continué leur combat
Et voilà qu'aujourd'hui, la FECI s'y mêle. Donc, cette marche a commencé à motiver les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on a vu que la FECI a fait sortir les élèves des classes et les élèves sont rentrés chez eux à la maison. Ils n'ont pas voulu agresser les enfants. Ils leur ont simplement dit de rentrer chez eux et donc les écoles sont fermées. C'est la ville morte qui commence. L'opposition et la société civile ont lancé le mot d'ordre de ville morte. Eh bien, ça a commencé. Les écoles seront certainement fermées d'ici demain. Et vous savez que la FECI est une organisation qui est un peu nébuleuse. C'est une organisation souterraine qui opère de façon très surprenante, spontanée. Donc, les gens, même s'il y a des élèves qui vont à l'école demain, croyez-moi, la FECI trouvera le moyen de les chasser des classes et de leur dire de rentrer chez eux. Et c'est une très bonne chose parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit arrêtée. Il faut que le pays soit mis en pause pour que le président Ouattara comprenne qu'il n'est pas le seul à danser et qu'il y a d'autres personnes qui dansent autour de lui pour qu'il prête attention. Alors, on nous a montré des vidéos vaniteuses où les gens disent que Ouattara n'a rien à foutre à s'asseoir avec les opposants pour discuter. Mais croyez-moi, souvenez-vous toujours de cette vidéo de M. Cissé Bakongo, si je ne me trompe pas, voilà, qui disait que les opposants n'ont pas compris que le président Ouattara ne peut discuter que s'il y a le désordre dans le pays. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Parce que quand le désordre va s'installer, Alassane Dramane Ouattara sera obligé lui-même d'appeler les opposants à la table. Alors, comme on dit, la peur aura changé de camp. D'ailleurs, elle a déjà changé de camp. Donc, cette marche est positive dans ce sens-là. Et nous croyons que la FECI qui est sortie ne va pas s'arrêter, va continuer à aider la société civile et les partis d'opposition à justement chasser M. Ouattara, ou du moins à le ramener à la table de négociation quand il verra qu'il y a trop de troubles dans le pays et que il n'y a pas de... les gens sont en train de mourir. D'ailleurs, nous souhaitons toutes nos condoléances aux familles de ces deux jeunes messieurs qui ont perdu leur vie. Nous ne savons pas si ce sont des jeunes gens ou des personnes âgées, mais qui ont perdu leur vie au cours de cette marche. Vraiment, nous exprimons notre sympathie à leur famille et nous aussi, nous encourageons aussi tous ceux qui ont été arrêtés, 237 personnes arrêtées pendant cette marche. Eh bien, croyez-moi, nous allons maintenant dans la bonne direction parce que c'est à partir de tout ça, maintenant même encore, que tout est médiatisé plus qu'avant, maintenant que tout est en direct sur Facebook. Croyez-moi, le monde entier voit, le monde entier regarde et M. Ouattara ne s'en tirera pas, ou du moins, s'il s'en sort, il s'en sortira avec l'image d'un dictateur, d'un assassin, de quelqu'un qui tue son peuple. Et ça, j'espère que M. Ouattara va vite se raviser et dire à ses supporters, écoutez, asseyons-nous et discutons. Et s'il ne le fait pas, eh bien, malheureusement, il va perdre la face. Voilà. Donc, cette marche a été bénéfique, bien qu'on ait perdu des vies et que des personnes aient été arrêtées. Elle a aussi été bénéfique pour révéler la dictature de M. Ouattara en Côte d'Ivoire. On a vu M. Afin descendre devant la maison de qui ils sont allés faire le pied de grue pendant des heures. On a vu comment on l'a tiraillé à gauche, à droite, tout simplement étant chez lui, sans aucun mandat. On vient chez lui, on veut l'arrêter. Ça, c'est la dictature qui continue. D'ailleurs, vous connaissez l'inculte Madame Camara, comment elle s'appelle? Camara, c'est quoi son prénom là? Chantal Camara, voilà. Alors, on ne sait pas celle-là qui l'a déposée au Conseil constitutionnel. Bon, c'est une façon de parler, parce qu'elle n'en a pas le niveau. Hein. Quand elle fait les calculs des parrainages, tout le monde a vu comment elle s'est trompée dans les chiffres de M. Laurent Gbagbo, et puis comment, sans s'en rendre compte, c'est-à-dire que c'est un document qu'on a écrit et qu'on a placé dans sa main, qu'elle est venue lire bêtement, comme quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, qui ne peut pas réfléchir, elle n'a pas lu, elle n'a pas révisé, elle est venue devant les gens et elle a sorti encore ses calamités comme ses collègues du RHDP qui passent tout leur temps à montrer leur carence intellectuelle et c'est dommage. Alors cette Madame Camara, eh bien, croyez-moi, tout ce monde-là sera très bientôt dans le pétrin
parce qu'on ne peut pas écraser le peuple indéfiniment sans être puni. Alors, apparemment, les gens ont entendu les cris de Mme Pucheri Balé. Nous espérons qu'elle a pu se mettre à l'abri et qu'elle s'est cachée parce que nous savons qu'ils vont l'arrêter. Nous savons qu'ils vont vouloir la prendre. Et quand j'ai regardé sa vidéo hier, je disais, j'espère qu'elle est déjà à la frontière de la Côte d'Ivoire. Parce que si elle est en Côte d'Ivoire, eh bien, elle sera simplement, purement et simplement mise aux arrêts, sans aucun procès, et elle sera écrouée, Dieu seul sait où. Donc, c'est important pour le peuple de continuer cette pression. Ça nous montre aujourd'hui que les Ivoiriens ont compris que le pouvoir est dans leurs mains. Ils l'ont prêté à M. Ouattara et c'est à eux de lui arracher ce pouvoir. On a vu aussi la marche de Paris qui a donné, en tout cas qui a tenu ses promesses. Et toutes ces choses sont très importantes parce que ça montre au monde entier que M. Alassane Ouattara est un dictateur et ça va jouer en la faveur du peuple ivoirien qui souffre de la dictature de M. Ouattara et de sa famille. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'avantages que nous tirons de cette marche et nous espérons que l'opposition ne va pas attendre trop longtemps pour organiser une autre marche. Oui, il ne faut pas se relaxer, il ne faut pas prendre du temps, il faut continuer à frapper, à battre le fer pendant qu'il est chaud pour lui donner la forme que l'on veut. Et pendant que la peur est allée dans le camp du RHDP, c'est maintenant qu'il faut continuer à battre le fer. Il ne faut pas s'arrêter. C'est très important. Il ne faut pas s'arrêter. L'opposition doit continuer parce que c'est quand elle va continuer que justement le peuple va continuer à prendre courage et à se mettre dans cette marche. Donc, croyez-moi, c'est une très bonne chose que, et effectivement, c'est une très bonne chose que les gens soient sortis. Au moins, ça leur montre que les gens ne sont pas, n'ont plus peur, que les gens savent que M. Ouattara doit partir, que les gens savent que M. Ouattara ne doit plus être là et que les gens ne veulent pas de lui. Et cette manifestation vient simplement confirmer le désir des Ivoiriens de voir une alternance en Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons féliciter le Front commun pour cette marche qui a été très bien organisée. Malheureusement, le gouvernement a envoyé les militaires pour chasser les populations, pour les renvoyer dans la maison. Et croyez-moi, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que la population en a marre. Ce n'est pas le cri d'une seule personne, c'est le cri de cœur de beaucoup d'Ivoiriens qui n'en peuvent plus, qui ont faim, qui ne savent pas où dormir, qui sont dans les rues, qui dorment dans les cimetières. C'est tous ces Ivoiriens-là qui disent il y en a marre, il faut que M. Ouattara parte du pouvoir. Donc, on espère que ça va continuer. Voilà, nous espérons que ça va continuer et que M. Ouattara et son clan vont se raviser pour dire bon, asseyons-nous et discutons pour ne pas que le pays brûle. C'est très, très important. C'est très important parce que M. Ouattara se sent jusqu'à présent en terre conquise et donc lui et son clan, ils font ce qu'ils veulent sans tenir compte de ce que pensent les autres et nous espérons qu'avec le temps, cela va s'arrêter parce qu'il faut rappeler au RHDP qu'ils n'auront pas 50 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire et que celui-là même qui est là pour l'instant, il sera changé, remplacé par un président qui mérite mieux la confiance de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je voudrais encore vous dire bonsoir et j'espère que M. Adjei est là avec nous. Je suis là, si c'est ça. Voilà, bonsoir M. Adjei. Bonsoir, si c'est ça. Bonsoir, commandant Jacques. Voilà. Alors, M. Adjei, vos impressions premières sur la marche. Oui, bonsoir, M. Adjei. Voilà. Bonsoir, commandant. Bien. Alors, vos impressions sur la marche du samedi, M. Adjei. Bien. En tout cas,
j'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à travers tout le pays. Vraiment, le peuple ivoirien a compris que la libération de la Côte d'Ivoire, c'est son affaire. Ce n'est pas l'affaire de l'ONU, ce n'est pas l'affaire des Occidentaux ou même la CPI. Et donc, j'ai déjà dit bravo aux Ivoiriens pour avoir bradé la peur. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas une affaire d'un jour et puis aller se coucher. Ça continue et ça va continuer. Donc, je leur dis bravo et que le Seigneur les accompagne dans cette marche pour la libération de notre pays. Voilà ma première impression. Alors, vous pensez que ça a été une réussite pour cette fois-ci parce qu'on avait déjà eu un premier coup d'essai? Bon, la dernière fois, c'était une mobilisation, c'était une démonstration de rapport de force. Mais cette fois-ci, c'est un engagement spécial pour libérer le pays. Moi, je peux dire que c'est une réussite parce que aucun Ivoirien n'avait une Kalachnikov ou bien une arme pour aller faire un coup d'État. C'est une démonstration populaire et c'est une réussite parce que quelque part, quelqu'un a tremblé. Et c'est pourquoi, parce que la personne a eu peur, que la personne peut envoyer des gens avec des armes, ils ont tiré à balles réelles, comme si les Ivoiriens étaient devenus des buffles ou bien des cochons qu'il faut abattre. Pour moi, c'est une réussite, car ça doit continuer. D'accord. Alors, bonsoir Jacques. Oui, bonsoir si ce sera. J'espère que vous m'entendez. Très très bien, on vous entend très bien. Vous entendez très bien, 565. 565, vos impressions alors? Ben, par rapport à la marche, voilà, merci beaucoup, M. Laurent Aguirre, pour sa constance, et si ce sera aussi pour tout ce que vous faites, voilà. On va continuer nous allons maintenir la pression jusqu'à ce que les élections se passent, et même après encore les élections, pour que, au moins, pour une fois, nous puissions donc avoir une transition. Et voilà. Mes impressions, disons que j'ai été quand même un peu surpris. Je m'attendais pas à une réaction des Ivoiriens. Dans les circonstances dans lesquelles nous étions, avec plus de 44 000 forces de l'ordre dans les rues, sans fois compter les dozos et puis les microbes et tout ce qu'il y a comme les mercenaires, pourquoi pas, au pays. Là, ça a été une très bonne chose puisque ça a permis au pouvoir donc d'entendre raison. Ça a permis aussi au monde entier de couvrir, de savoir qu'en réalité, il y a déjà un petit problème. Alors, en plus, la séquestration du président du Front populaire a fini sans, et après aussi notre interview, ça a eu quand même les échos dans le monde entier. Disons que le pouvoir de Ouattara, même s'ils ne sont pas, ils affichent au moins un air un peu serein, mais je pense que dans leur cas, ils commencent à se poser quand même quelques questions. En attendant que la manifestation ne s'étonne. Ce que je peux dire certainement aux Ivoiriens, c'est que ils ont commencé quelque chose, de ne pas faire comme les dernières fois, et puis après, ne pas continuer. À Madagascar, ça a réussi parce que pendant au moins plus de 2 semaines, il y a eu une manifestation de façon continue. Voilà. Le premier jour, le plus souvent, c'est un peu difficile, face aux torpeurs, on ne sait pas ce qui va se passer, la réaction et tout ça. On sait qu'il y a eu près de 250 personnes arrêtées, des blessés. Aujourd'hui, on annonce quelques chiffres, mais je préfère certainement ne pas rentrer dans les spéculations puisque je n'ai pas encore beaucoup d'informations. Mais bref, donc ça a été quand même relativement un succès. Alors, est-ce que cela veut dire que les Ivoiriens ont de moins en moins peur avec ce qu'on vient de voir? Oui, mais Jadé, attendez, donnez quelques minutes au commandant parce qu'il va partir tout à l'heure. Voilà. Alors, Jacques, est-ce que vous pensez que la peur a changé de camp? Non, je ne dirais pas forcément que la peur a changé de camp, mais disons que les gens ont commencé à se poser des questions. Vous voyez? C'est déjà un début. Et s'il y a encore une deuxième, troisième manifestation, vous voyez, nous sommes en pleine campagne électorale. Mais combien de personnes parlent de campagne électorale actuellement, si c'est ça? Très peu de personnes, on parle seulement de manifestations.
Donc, du coup, la manifestation a pris le dessus sur la campagne électorale, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais du côté donc de Ouattara, lui ne souhaite même pas qu'il y ait une campagne électorale. Lui, il attend seulement que le temps arrive, que les gens falsifient tout ce qu'ils doivent falsifier, remplissent tout ce qu'ils doivent remplir, et puis une cour constitutionnelle vient déclarer vainqueur. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas du tout d'une élection normale où on doit parler des projets de société, contredire Ouattara et tout ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent faire quelque chose à la va-vite, si ce sera. En plus, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ils veulent organiser toutes les élections avant la fin d'année. Pourquoi? Parce que déjà, avec les dossiers déposés à la Cour, à l'ONU, l'ONU doit commencer à se prononcer dans le cas du Tidiane Thiam à partir du 5 janvier. Vous comprenez? Donc, on a intérêt à se prononcer avant le 5 janvier parce qu'on ne sait pas ce que l'ONU dira. Si l'ONU dit, bon, M. Ouattara, vous avez triché, vous avez gagné les élections, mais au niveau donc du fichier électoral, il faudrait d'abord qu'il y ait donc une révision de la liste électorale, vous voyez. Ensuite, poser au moins quelques conditions, il risque de se trouver dans une situation embarrassante. Donc, il préfère organiser toutes les élections et après, maintenant, négocier avec l'ONU en leur disant, tiens, nous sommes allés aux élections, malgré tout ce que l'opposition a dit, M. Ouattara a été élu avec près donc de 80%, c'est dit qu'il y a un plébiscite, la population est avec lui, et vous savez, l'ONU qui cherche à maintenir certainement la paix et tout ça, tentera pourquoi pas d'étouffer ou bien de fermer un peu les yeux. Donc, tout est pratiquement calculé comme M. Ouattara l'a toujours fait. Il n'a jamais eu le courage d'affronter le peuple ivoirien. C'est toujours la tricherie, voilà, et il a toujours réussi dans la tricherie, voilà, je n'ai pas envie d'en parler d'autres expressions, voilà. Dans le mensonge et la manipulation. Bon, voilà, ça n'engage que vous. Oui, non, ça m'engage complètement. On va parler comme tout le monde. On n'a plus peur de lui, alors tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais commandant, plus personne ne craint Ouattara. D'ailleurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que les enfants font, comment est-ce que les enfants l'insultent directement devant leur télévision. Est-ce que vous ne pensez pas que le procureur de la République a joué un rôle très prépondérant dans le fait que les Ivoiriens se sont réveillés? Parce qu'on a l'impression que depuis les sorties du procureur, les Ivoiriens se sont dit, mais attends, quelque chose ne va pas. Oui, c'est-à-dire que c'est pas pour qui. Quand quelqu'un vient s'asseoir pour dire à la télévision nationale que celui qui dit étranger, qui dit moi aussi, il va le poursuivre, mais si c'est ça, on est où là? Dans quel pays on ne doit pas parler d'étranger? Mais il se prend pour qui même? En plus, mais je parle de ça, si c'est ça, mon escafé monte. Il se prend pour qui? Vous comprenez? Il se prend pour qui? Alors il vient dire, mais sur les sites de vos sites d'internet, si on va dire quelque chose de mauvais, automatiquement, vous êtes aussi sanctionné. Bon, c'est le gars qui va un peu loin, vous comprenez? Donc, non seulement peut-être il a contribué un peu à intimider certaines personnes, mais à réveiller la conscience de beaucoup de personnes. De beaucoup d'Ivoiriens. Voilà, beaucoup d'Ivoiriens, c'est ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que cela se passe dans presque toute la Côte d'Ivoire. Avant, la lutte était centralisée à Abidjan. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des habitants de Akoupe qui ont coupé la route à leurs intellectuels qui voulaient fuir la zone et qui leur ont dit, vous ne sortez pas d'ici, les sous-préfets et autres qui les ont bloqués, qui étaient obligés de faire demi-tour. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, à l'intérieur du pays, écoutez, tout le monde est en train de se réveiller et c'est une très bonne chose, Jacques. Alors, il y a aussi... est-ce que vous pensez que M. Ouattara peut encore séduire? On a vu qu'à Daloa, il a parlé BT. Je ne sais pas si vous avez entendu son BT quand il a parlé. Mais pour ne rien vous cacher, tout ce qui concerne le RDR devenir RHP, je n'écoute pas. Si j'écoute, c'est-à-dire que bon, il y a une information que je dois l'utiliser pour faire des émissions, pour répondre, voilà. Mais sinon, tout ce qui sort de la bouche, je n'écoute pratiquement plus si c'est ça. Malheureusement. Maintenant, comme vous l'avez dit, je vais aller écouter encore son BT. J'espère que son BT va être plus populaire que M. Ouattara a parlé du BT, hein. Depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, écoutez, on était surpris de l'entendre dire aïe, comme quelqu'un qui est en train de faire un AVC. C'est ce que vous appelez à parler BT, alors. Mais là, ça ne peut pas parler BT. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si j'ai dit aïe, là, je parle BT. Faut arrêter. Oui, vous parlez de BT. Vous êtes un BT.
vous êtes l'opposant de Laurent Gbagbo et tout le monde devrait vous dire. Voilà. Tout ça, alors, on a vu aussi. Oui. Tout ça, c'est de la comédie, tape l'œil, tout ça, c'est ce qu'il a toujours fait, la manipulation de masse, la manipulation, vous comprenez, hein. On utilise tout le monde de la sous-région, qu'on les amène partout, des personnes qu'on distribue d'argent, qu'on amène partout pour aller chanter les lois de M. Ouattara. Vous savez, comme le président Fingui-San a toujours dit, quand vous êtes au pouvoir, vous avez tout le pouvoir. Même si c'est ça, vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous voulez remplir le stade Félix Houphouët-Boigny, vous allez remplir le stade Houphouët-Boigny. C'est une question d'avoir l'argent, vous comprenez. Voilà. Donc, ça devait pratiquement rien dire. Comme le dit Tidjam Thiam, mais si les garçons, là, Houphouët-Boigny était garçon quand il a accepté que Gbagbo se présente contre lui. Gbagbo était garçon quand il a demandé à Bédié, il a accepté que Bédié, même Ouattara, qui n'était même pas qualifié à être candidat, est venu se présenter contre lui. Mais lui, il n'est pas garçon, il a peur, il connaît les Ivoiriens. Il sait qu'une élection avec Laurent Gbagbo et Tidjam Thiam, il ne peut pas passer, c'est pas possible. Peut-être qu'il arrivera en tête parce qu'il est au pouvoir. Mais gagner au deuxième tour, ça sera impossible. Il le sait, Sister Sarah. Il le sait. Même devant le jeune Assalé Timoko Antoine, il va trembler dur avant de le battre. Il le sait, Sister Sarah. Il a préféré seulement accepter donc des candidats à problème, vous comprenez, que donc d'accepter des candidats où les Ivoiriens pourront certainement se rallier pour aller voter contre lui. Alors, monsieur, je parlais tout à l'heure de ce que disait monsieur Cissé Bakongo, qui disait que les opposants veulent un dialogue, mais M. Ouattara ne pourra s'asseoir avec qui que ce soit que s'il y a un désordre dans le pays. Aujourd'hui, la FECI s'est ajoutée à cette crise. On a vu ce qui s'est passé. Ils ont chassé les élèves de l'école. Est-ce que vous ne pensez pas que l'arrivée de la FECI va certainement être encore plus dangereux pour M. Ouattara, connaissant comment la FECI opère en Côte d'Ivoire? Bon, attendons donc de voir. Je ne vois plus la force de la FECI, même vous l'avez dit à début de mission, qui sont toujours présents. On verra d'abord sur le terrain. On a vu déjà dans des régions où les jeunes, les écoliers, les étudiants étaient donc délogés, vous voyez. Alors, donc on verra. Attendons d'abord les jours à venir pour essayer encore de voir la force de la FECI sur le terrain. Voilà. D'accord. Et de toutes les façons, nous savons que quand on parle de FECI, il y a aussi deux branches dans la FECI. Il y a la FECI et il y a les supporters de M. Ouattara qui... Est-ce qu'il y a encore des campagnes, des marches, Jacques? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore d'autres marches? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, si c'est ça. Vous savez, nous sommes en politique. Hein. En politique, 2 semaines, c'est court, mais c'est une éternité. Beaucoup de choses peuvent se passer en l'espace d'une journée. La journée donc de samedi, on a vu comment ça s'est passé. Malgré qu'il y avait beaucoup d'intimidation, les gens sont restés un peu chez eux, vous comprenez. Donc imaginez-vous ce week-end-là, je crains pour enfin, si ce week-end n'a pas, si ce sera qu'il n'y a pratiquement rien, là je vous dirais que bon voilà, on va bon an mal an vers ces élections. Même le jour des élections, des choses peuvent se passer. J'ai vu des gens commencer donc à barricader donc les routes. Alors, on ne sait jamais. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici pratiquement 2 semaines, si c'est ça. Bien. D'ailleurs, il y a des jeunes déjà qui ont commencé à, comme vous le dites, à bloquer des axes routiers dans leur quartier, refusant que des gens non identifiés entrent dans leur quartier. On ne sait pas si on va aboutir à un état de guérilla. On espère que non. Mais est-ce que l'intimidation de Ouattara, cette fois-ci, va marcher? On a arrêté les gens, on a vu 250 personnes arrêtées, puis Chérif Balé inquiété, M. Afin-Guessan, on allait chez lui. Est-ce que vous pensez que cette répression marche, en fait? Est-ce qu'elle porte du fruit? Ah oui, mais ça marchait pratiquement les années passées. Vous avez vu comme au niveau donc du CNT, les choses étaient très bien parties. Il a fallu seulement qu'on amène des gens chez M. Henri Konan-Bédié, l'intimider, et puis en plus, les militants du PDCI ont abandonné Henri Konan-Bédié, on a vu la suite, vous comprenez. Donc ça marchait les années passées. Mais là où il a un petit problème, c'est que le PDCI, ce n'est pas donc le FPI et le PPACI, hein. Voilà.
le PPACI, ils ont quand même des militants assez guerriers. Le PDCI a des militants un peu courageux, mais un peu peutres aussi, hein, vous comprenez. Hein? Mais au niveau du PPACI, ils ont des militants assez courageux, vous voyez. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas affaire seulement au PDCI-NDA, ils ont affaire non seulement au PDCI, au PPACI, mais même au FPI, vous comprenez. Et à une bonne partie de la population silencieuse, ceux qui ne parlent pas. Donc on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Là, Laurent Gbagbo n'a encore rien dit. Je ne sais pas si l'information qui circule sur les réseaux sociaux qui se trouvera en France pour une question de santé, je ne sais pas si c'est vrai, ou bien si c'est de l'intoxication. Vous savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Hein. Donc on verra les jours à venir ce que M. Laurent Gbagbo dira, et puis la réaction donc de ces militants. D'accord. Merci Jacques. Alors, votre mot final, puisque nous vous savons très occupés. Mon final, c'est que je suis plus ou moins optimiste. Alors, j'attends donc d'ici la fin de la semaine pour voir comment les choses vont avancer. Après avoir interviewé M. Akossi Banjo, M. Afin Guessan, ils ont l'air un peu soulagés, un peu rassurés que la mobilisation commence à se faire un peu partout. Alors, je ne sais pas si c'est le match des éléphants demain qui va rendre un peu les choses un peu slow, mais après donc la qualification des éléphants, je suppose, mercredi, jeudi, vendredi, les choses sérieuses vont se passer. D'accord. En tout cas, on espère que ces choses sérieuses vont changer encore beaucoup de choses. Merci, commandant. Alors, M. Adjei, vous avez voulu intervenir tout à l'heure, voilà. Oui, non, c'était pour féliciter le commandant, parce que j'ai suivi l'interview qu'il a eu avec Fingessan. Je n'ai pas encore suivi celui de Akossi Banjo, mais je dois le féliciter pour cela. D'accord. Alors, M. Adjei, écoutez, on a eu l'émission avec vous il n'y a pas très longtemps. Vous nous aviez dit que vous alliez prendre des contacts pour que justement la jeunesse des partis politiques commence à se mettre en marche. Vous vous rappelez cette émission-là dans laquelle je disais que, et il n'y a pas longtemps, c'est juste il y a quelques jours, hein, où je vous disais qu'il va falloir qu'on ait de nouveaux Blé Goudé et de nouveaux Soro Guillaume qui vont justement porter le flambeau des partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui a commencé? Oui, d'abord, je me rappelle d'avoir dit cela, et je crois que ça a commencé, parce que moi, j'ai commencé à prendre des contacts, et puis, bon, il y a une chose qui m'inquiétait lorsque j'ai entendu le mot d'ordre de Picheli Balé, j'avais peur, et cet après-midi, j'ai été soulagé pour l'information qui nous était arrivée. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Au moins, bon, on peut continuer le combat, mais il y a une autre phase qui nous préoccupe plus, c'est qu'on ne peut pas marcher toujours les mains nues et les gens vont tirer sur nous comme des animaux. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait une branche réactive, enfin, il y ait une réaction. Voilà, ça c'est mon souhait, mais on va travailler sur ça. Il y a quelqu'un qui parle chez vous là-bas? Non, c'était la télé, mais bon, je vais je me déplace. Merci. Merci de vous déplacer. Oui. Alors, oui, voilà. Alors, donc, comme tout à l'heure, je disais à Jacques, quand on parle de la FESI, on doit aussi garder à l'esprit que la FESI n'est pas seulement la FESI de l'opposition, hein. Il y a aussi la FESI du pouvoir en place. Est-ce que vous ne pensez pas que l'entrée de la FESI dans ce combat-là va créer une sorte de guerre civile, parce qu'on connaît le fonctionnement de la FESI? Bien sûr, vous savez, avec l'ajustement du clan Ouattara, toutes les éventualités vont être prises en compte. On ne sait pas où cela va nous amener, pourvu que Ouattara dégage. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, vous savez, dans le passé, lorsque la FESI se manifestait, mais on avait au milieu de la FESI comment on peut les appeler, les pro-Gbagbo. Puis évidemment, les pro-Ouattara qui étaient les jeunes nordistes qui avaient aussi formé leur FESI. Alors aujourd'hui, quand cette FESI-là entre en ligne de compte,
est-ce que vous ne craignez pas que justement on assiste à un nouveau bain de sang dans lequel les différentes fesses vont commencer à s'affronter? Là, ce serait... En fait, je veux dire, est-ce que c'est une bonne chose que la fessie se joigne au combat? Voilà ce que je veux dire. Justement, il y a des jeunes conscients au niveau de la fessie, que ce soit du nord ou de l'est, de l'ouest. Les jeunes ont pris conscience que pour mieux étudier, il faut être dans un pays en paix. Or, Ouattara n'incarne pas la paix. Donc, je pense qu'ils ont compris. S'ils se mettent dans la danse, ils ont compris et qu'ils doivent se mettre avec les Ivoiriens pour imposer la paix. Ce qui veut dire dégager Ouattara, parce que pendant 15 ans de Ouattara, tout le monde a vu les ajustements de Ouattara. Ouattara est un diviseur par excellence. Donc, si la fessie vient pour s'affronter entre elles, ça c'est son problème. Mais quand on est à un combat de libération, on se met ensemble et puis on affronte l'adversaire. Ça, c'est mon point de vue. Celui qui vient pour tuer, ça c'est son problème. Après tout ça, il va payer les conséquences. Après tout ça, il va payer les conséquences. Mais ces conséquences-là, d'abord, elles seront lourdes puisque le peuple aura déjà souffert justement de ces attaques. Si jamais la fessie commence à s'attaquer les uns aux autres, mais le combat est un peu biaisé parce que justement, le combat doit être mobilisé. Il faut que les gens soient concentrés. Il n'y a qu'un seul, un seul ennemi, un seul adversaire. Voilà. Et cet adversaire-là, pour l'instant, en tout cas, c'est M. Alassane Ouattara qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire parce que il veut mobiliser le pouvoir. Alors, comment est-ce que vous pensez que l'opposition pourra tirer profit de ces jeunes-là? Est-ce que c'est entrer en contact avec eux ou bien est-ce qu'on doit commencer à assister à des messages télévisés ou médiatisés comme l'a fait Chérif Balé qui a dit que à partir de lundi, c'est ville morte et aujourd'hui, on voit tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que ces jeunes-là, l'opposition devrait justement saisir l'occasion pour leur dire, écoutez, vous êtes venus vous joindre à nous, mais voici ce que nous recherchons et voici comment nous pensons que la lutte doit être faite. Voilà. Je pense que les gens auront l'idée quand même de les approcher pour leur donner la ligne à suivre. Sinon, en tant que jeune conscient, dès que le mot d'ordre est lancé et que trop c'est trop, on doit lutter pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je crois que chaque jeune conscient devrait saisir ce mot d'ordre-là et puis éviter le débordement inutile. Parce que si le pays est nyarami, comme on dit, Andula, comme Ouattara l'avait dit, il ne pourra pas bien étudier. Donc, c'est à eux de garder le moral conscient, la tête sur les épaules pour pouvoir mener le combat jusqu'à bout et éviter les débordements inutiles. Oui, mais comment est-ce qu'on fait passer ce message justement à la jeunesse pour leur dire, écoutez, le but que nous recherchons est plus important que vos querelles intestines. Il faut taire toutes ces querelles. Le but principal, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit restaurée dans sa démocratie et que justement M. Ouattara puisse accepter l'alternance. Mais comment justement convaincre ces jeunes gens à faire cela? Parce que pour l'instant, ils sont en chute libre. Ils sont venus d'eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas été appelés par qui que ce soit. Donc, c'est un plus. Mais maintenant, comment canaliser ce plus-là pour que justement, ça porte son fruit? Bon, d'abord, le fait qu'ils se soient mobilisés pour rejoindre le combat, je pense que c'est sur la base d'une information crédible et capitale. On ne peut pas venir se mettre dans un combat sans comprendre le combat lui-même. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'ils sont venus parce qu'ils ont compris quelque chose. Maintenant,
s'il faudrait que quelqu'un aille vers eux pour mieux leur expliquer à la ligne à suivre, peut-être que les gens le feront. Sinon, nous, à notre niveau, à la diaspora, on va lancer des messages, des conscientisations. D'ailleurs, nous sommes devant la Maison Blanche ce samedi. On va lancer une communication pour inviter toute la jeunesse ivoirienne à se mettre debout parce que le combat, c'est pour tout le monde. Et bon, voilà, il faut que chacun saisisse ce mot d'ordre. Si on va parler de porte en porte pour expliquer quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Donc le mot d'ordre doit être saisi. Mais est-ce que vous pensez que le réveil de la FECI déjà n'a pas été motivé par les opposants? Est-ce que vous pensez que les partis politiques ne sont pas derrière la sortie de la FECI? Justement. Et alors la FECI sent qu'il y a un combat commun à mener et la FECI est sortie et maintenant l'opposition justement va en profiter pour dire aux jeunes gens, écoutez, vous-même vous voyez la situation, merci de vous être joints à nous, maintenant voilà comment nous opérons par exemple. Non, la FECI c'est que leur organisation a été dissoute par le régime il n'y a pas longtemps de cela et aujourd'hui ils comprennent ce qui se passe. Ils ont compris les différentes interventions de l'opposition, le mot d'ordre lancé par le président Laurent Gbagbo. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes intelligents, intellectuels, consciencieux. Bon, ils ont saisi le train en marche. Je pense que s'ils sont venus, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une façon de se réorganiser après la dissolution de leur organisation pour libérer notre pays afin de mieux continuer leurs études. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de M. Ouattara qui, lui, en fait, continue sa campagne électorale? Rien ne l'arrête, lui, il continue. Il s'est dit qu'il va gagner les élections. Et bon, voilà, que les opposants soient arrêtés ou pas, que les jeunes gens soient mis aux arrêts ou pas, M. Ouattara continue sa marche vers les élections. Bon, nous, on connaît l'homme. Ouattara, depuis le premier jour, c'est, je ne dirais pas un inconscient pour le respect qu'on a pour les aînés, mais c'est quelqu'un, je m'en foutis, quoi. C'est quelqu'un qui... Bon, il a sa nature, hein. Il joue sur le muet. Il est dans un pays, il ne veut parler à personne parce qu'il ne considère personne. Les Ivoiriens, pour lui, sont des animaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie ces gens pour tirer à balles réelles sur ces buffles, des animaux. Il nous considère comme des animaux, en fait. Donc, il est dans cette posture-là. Pour lui, c'est un pays conquis. Il fait ce qu'il veut. Il y a personne devant lui. Et c'est cette attitude-là qu'il a. Et donc, ça ne nous surprend pas. Il est en campagne. Parce que les chiffres qui vont être annoncés le 25, sinon le 26 octobre, ces chiffres-là sont déjà écrits, ça est là. Je ne suis pas dans leur bureau là-bas pour les voir, mais je vous dis que tout est déjà, chacun des candidats retenus a déjà son pourcentage. Ça, c'est le ouattarisme. Qui est élection ou pas, ces chiffres-là qui seront annoncés. Il faut que chacun se mette ça dans la tête. Le 25 là, tout le peuple ivoirien va se lever. Mais ils diront qu'il y a eu élection, le pourcentage de participation est de 80%. Ils vont le dire. Eux, ce n'est pas les élections qui le comptent, c'est la date constitutionnelle, le 25 octobre. C'est ça qui leur importe. Il faut qu'on sache ça. Ce n'est pas la participation. Parce que les chiffres sont déjà écrits. Si on comprend ça, bon, tant pis, tant mieux. Tant pis, tant mieux. Voilà. Tant pis, tant mieux, ça veut dire quoi, M. Adjei? Ça veut dire ce que ça veut dire. Si les gens pensent que, oui, le 25, il va y avoir octobre, des élections, et Ouattara va gagner,
ou bien quelqu'un, Simon va gagner, ou bien Awandom va gagner. Ça, c'est des rêveurs. C'est pourquoi je dis tant pis, tant mieux. Alors, parlant justement de Simone, à votre avis, comment est-ce qu'elle pourra, je sais que ce n'est pas à vous que je dois poser cette question, mais comme nous réfléchissons ici, nous nous posons beaucoup de questions. À votre avis, comment est-ce que Simone Eizé voit tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous pensez qu'elle souhaite que les jeunes gens ne se manifestent pas pour qu'on aille aux élections, pour qu'elle gagne, puisqu'elle est convaincue qu'elle va gagner? Ou bien alors vous pensez que quelque part, elle doit se sentir mal pour le mauvais choix qu'elle vient de faire? Comme j'ai toujours dit, hein, j'ai un sentiment profond pour elle, vu ce qu'elle a traversé, mais sa posture actuelle ne me fait pas plaisir. Je ne sais pas à quoi elle pense, mais elle aurait dû se ressaisir pour dire que non, on ne doit pas aller à des élections dans ces conditions-là. Croire qu'elle peut gagner une élection, vraiment, je ne dirais pas que notre maman est devenue naïve, elle est très brillante, mais vraiment, je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Est-ce qu'elle n'a pas été menacée de cette vie? Connaissant les pratiques de M. Ouattara, est-ce qu'elle n'a pas été menacée? Certainement, elle a été menacée et certainement elle a reçu de l'argent. Bon, sinon, on ne peut pas être une femme de cette carrure et puis agir ainsi. On a été dû menacer. Un peu décevant cette histoire avec Simone Eizé, c'est quand même décevant. Vous dites que c'est votre maman, mais quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que c'est une maman qui est en train de se mettre dans une mauvaise posture. Ça dérange. Voilà, ça dérange beaucoup de personnes, mais ses supporters, eux, sont très à l'aise avec ça, puisque ça leur donne l'opportunité d'aller aux élections et peut-être, comme elle le souhaite, de gagner les élections. Donc, ils sont très organisés, en pleine cotisation. Ils se disent qu'à tous les coups, leur maman pourra remporter les élections. Bon, il est rapide de rêver à tout le monde, ça nous le savons. Voilà, on ne peut pas arracher le rêve à quelqu'un. Voilà. Vraiment. C'est décevant, mais les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités. Peu importe les postures de chacun, nous on sait qu'on doit libérer notre pays. On doit chasser qui il faut chasser. Voilà. On doit chasser qui il faut chasser. D'accord. Et c'est qui là, nous le savons tous, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Mon frère et son clan. Très bien. Alors, juste une petite anecdote, M. Adjei. Une animatrice de débat politique sur NCI ou Live TV, je ne sais plus laquelle, a été retrouvée au meeting du RHDP, portant justement l'uniforme à l'effigie de M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Certainement, vous allez me dire que tout le monde a le droit d'avoir son parti politique, mais est-ce que quand quelqu'un qui a un parti politique devient modérateur d'un débat, est-ce que ce débat peut être neutre? Je pense qu'ils sont tous achetés, d'abord vendus et achetés. Pour acheter, il faut que la marchandise soit en vente. Et donc, parce que nulle part, je n'ai jamais entendu un de ces journalistes parler de la place que joue une constitution dans la vie d'une nation. On doit respecter cette constitution, mais elle est en violation et aucun de ces journalistes n'a une fois parlé de ça. Et ça m'intrigue. Et donc, pour moi, ils sont tous vendus et puis achetés. Complices du pouvoir. Yeah. D'accord. Voilà. Je pense que j'ai fini mes questions avec vous.
Oui, je finis mes questions. N'oublions pas aussi de faire une mention spéciale à Mme Soumaoro Djeleba, du PDCI, qui a été violentée. On l'a vu assise par terre, maltraitée par les forces de l'ordre. Des mercenaires, ce n'est pas des forces de l'ordre, c'est des mercenaires. Voilà, c'est une vidéo qui fait honte à la Côte d'Ivoire, où on voit qu'une femme est en train d'être violentée dans un pays qu'on dit pays de droit. C'est vraiment une grande honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une très grande honte. Et surtout, la plus grosse encore des hontes, c'est cette maman qui a simplement dit qu'elle voulait la démocratie en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays de démocratie. Et dès qu'elle a fini de parler, on est venu la soulever pour aller la faire monter dans le cargo des militaires ou des policiers, je ne sais plus qui. Ce sont des images qui font honte. Mais croyez-moi, M. Aguirre, ce sont des images qui auront leur poids d'or quand le moment sera venu. Yeah. Voilà. J'ai même fait un post, j'ai posté cette image-là, j'ai fait un post pour dire, mais elle a dit quoi de mauvais? Ou bien ces gens ne comprennent pas le français, parce que ce qu'elle a dit, ça ne... Vraiment, je ne sais pas ce qu'elle a dit de mal. Elle n'a pas insulté quelqu'un. Elle a parlé d'un processus sans machette, sans violence. C'est pour ça qu'on arrête quelqu'un. C'est que vraiment, ces gens ne comprennent pas le français. Bon, de toutes les façons, je les félicite. Ils ne sont pas dans une mouvance littéraire en ce moment. Ils sont plutôt dans une mouvance répressive, militaire, et tous ceux qui parlent, ils sont prêts à les arrêter. Vraiment. Alors, je voudrais simplement, voilà, nous souhaitons vraiment que la Côte d'Ivoire puisse se relever de cette situation dramatique dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui, et que, comme je le dis souvent ici, pour faire tomber la statue de Nebuchadnezzar, il a fallu juste un petit caillou. Voilà. Alors, quand on regardait cette statue qui était haute de au moins 10 mètres et qui était aussi large, tomber, s'écrouler juste avec un petit caillou, croyez-moi, il y a des choses dans la vie avec lesquelles il ne faut pas jouer, et nous pensons que la machine a été mise en marche pour justement faire partie ce pouvoir ou pour l'amener à la négociation, parce que ce sont les deux cas de figure. Soit M. Ouattara accepte d'aller aux négociations, soit M. Ouattara durcit le ton comme il le fait actuellement, et puis bon, le peuple va le foutre à la porte parce qu'il ne s'attend pas à voir un peuple qui va réagir. Il se dit que ce sera toujours la même chose, n'est-ce pas? Et qu'il tienne le bon bout. Mais nous savons que les choses peuvent se passer, eh bien, sans crier gare, et nous espérons que dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va arriver. Bon, on l'espère vraiment, et nous prions que le fruit mûr du RHDP s'écroule, tombe par terre comme un fruit pourri, voilà, parce que c'est ce que c'est, un fruit pourri. Voilà. Monsieur Adjaye, votre mot final? Merci, Sissa Sarah, merci pour ce combat que vous menez. Merci au commandant Jacques, ce combattant infatigable, le combat qu'il mène. Mon mot de fin envers le peuple ivoirien, c'est d'être debout, de se armer de courage, et que c'est comme ça. C'est-à-dire la liberté ne se donne pas sur un plateau d'or. Ceux qui nous ont mis dans les chaînes, ils sont chez eux, mais ils poussent les pions, c'est eux qui téléguident tout. Et donc, on ne doit pas attendre l'ONU pour venir nous libérer ou bien la CPI. C'est nous-mêmes. Mais moi, je souhaite qu'on change un peu de stratégie, parce que quand quelqu'un est malade, qu'on lui donne un remède et que la maladie ne semble pas finir, il faut aller de consulter le docteur pour changer de remède. Je pense qu'à un certain moment donné, que les politiciens ivoiriens, les leaders, cherchent à changer de stratégie. Il y a plusieurs stratégies pour finir ce combat-là, parce que
plus les jeunes se soulèvent de manière sporadique, en quelques petits nombres, les mercenaires ont plus de pouvoir. Jusqu'au jour où ce sera toute la Côte d'Ivoire. Mais avant ce jour-là, il faut qu'on empêche les arrestations, les emprisonnements d'une manière ou d'une autre. Et donc, je tiens à ce qu'on change de stratégie de combat d'ici. Alors, à votre avis, M. Adjei, je sais que c'est votre mot final, mais quand vous dites que vous souhaitez qu'on change de stratégie, à votre avis, quelle est la stratégie qui peut vraiment marcher? Ben, la stratégie, c'est que ceux qui marchent, ils sont protégés par la Constitution. Mais s'il y a des gens qui portent des armes parce que la Côte d'Ivoire leur a donné des armes, ce n'est pas pour tirer sur la population. Parce que la population ne sont pas des animaux. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour que quelqu'un, quelque part, tire sur eux aussi. C'est la stratégie. Parce que nos petits frères, nos cousins qui marchent ne sont pas des animaux pour que des gens à qui la Côte d'Ivoire a donné des armes pour la protection de ceux-là tirent sur eux à bout portant. On doit tirer aussi sur eux, d'une manière ou d'une autre. Comme ça, ils comprendront que on n'est pas des animaux. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va introduire justement la violence dans le pays? Parce que si les civils doivent s'armer ou aller se battre avec les hommes en armes, ça va devenir un carnage. Or, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens dans le peuple qui ne peuvent pas, et maintenant c'est là où s'installe le chaos, où on tue sur tout ce qui bouge, on tue tout ce qu'on doit tuer, mais malheureusement, ceux qui auront commencé ça ne pourront pas le terminer. Et si c'est cette stratégie... Ce ne sont pas ceux qui marchent qui vont tirer. Il faut que nous aussi, on cherche une force quelque part qui va venir nous aider. Parce qu'on ne peut pas continuer à tirer. En quoi faisant? En tirant sur les forces de l'ordre? Non, au moins quand ils vont savoir que le peuple est protégé par une force, hein, bon, ils vont baisser garde. On ne peut pas continuer à tirer sur les gens comme des animaux. Et puis on est là, on observe. Mais il faut qu'on réagisse. C'est ça, c'est de ça que je parle. Sinon, moi, je ne veux pas la guerre, mais quand on tire sur un peuple qui démontre, qui marche selon la Constitution et qu'on tire sur ce peuple-là, quelque chose doit être fait pour balancer les choses. D'accord. J'espère en tout cas que ce que vous êtes en train de dire ne suggère pas une riposte à la violence par la violence pour justement amener les forces de l'ordre à ne plus tirer sur les gens. Voilà, parce que si nous installons en Côte d'Ivoire une sorte de guérilla de ce genre, c'est vrai que quand nous sommes fâchés, M. Adjei, nous le comprenons, c'est quand nous sommes fâchés, quand nous voyons tout ce qui se passe, parfois il arrive que certains parmi nous disent « Oh, mais s'il y avait des gens pour kidnapper les familles de ces gens, ils n'allaient plus faire ce qu'ils font. » C'est vrai, parfois on le dit, mais croyez-moi, ce n'est pas la meilleure solution pour la Côte d'Ivoire. Hein. Ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Voilà, parce que ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Les choses en sortira. Oui, non, nous comprenons votre point de vue. Hein. Ce que nous voyons justement nous pousse à penser comme ça, mais toujours est-il qu'il faut déconseiller, ça parce que le peuple en sortira vraiment perdant. Voilà. Si le peuple décide de s'armer. Et puis, M. Adjei, soyons honnêtes, qui va armer la population? Une fois qu'on parle d'armer une population, nous ne sommes plus du côté de la société civile. Nous tombons maintenant dans ce qu'on appelle des guérillas. Voilà. Et qui va armer cette société civile-là pour qu'elle prenne des armes? Nous ne voulons pas de cela. M. Ouattara va partir. Il doit partir et il doit partir avec une révolution. Quand on fait une révolution, écoutez, on ne prévoit pas ce qui arrive, mais ce qui doit arriver arrive. Et les résultats sont là.
Et donc, une révolution serait vraiment une bonne chose pour faire partie M. Ouattara du pouvoir, si tant est-il que les Ivoiriens sont dégoûtés, fatigués par cette politique qui en fait, ne privilégie pas l'Ivoirien. Cette politique dans laquelle l'Ivoirien est laissé pour compte, dans laquelle on fait ce qu'on veut, puis on s'en fout. Et justement, c'est important pour l'Ivoirien de se battre pour libérer son pays. Les marches aujourd'hui, c'est pour la libération du pays. Vous voyez que les jeunes qui sont allés marcher n'ont pas cassé, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont rien touché dans le pays, ils n'ont pas pillé les magasins des gens, ils sont simplement allés manifester leur mécontentement pour le 4e mandat et ça a porté son fruit. Donc, si les gens restent à ce niveau-là, je pense que Dieu va les aider, mais s'ils commencent à tomber dans tout ce qui est illégal avec les guérillas, avec les attaques contre les magasins des Libanais, avec casser les magasins des gens, ça, ce ne sont pas des choses à conseiller. Personnellement, la violence ne résout pas le problème de la dictature et de la violence. Mais le soulèvement populaire, oui. Un soulèvement populaire, oui. Ça fait très mouche. Et tout de suite, vous voyez que le gouvernement va commencer à trembler. Et c'est de ça que nous avons besoin. Donc, nous espérons que ces jeunes qui sont sortis vont continuer dans les rues, vont continuer à inquiéter le pouvoir en restant dans les rues. Et comme ça, le pouvoir comprendra que, attention, nous avons devant nous une force qui désormais nous inquiète. Comment est-ce qu'on fait justement pour que les choses s'arrêtent? C'est par la négociation. Voilà. Oui, mais on ne veut pas négocier. Donc, bon, ce qui est sûr, il doit partir. Même si le 25 arrive, qui s'autoproclame, il ne va pas dormir tranquille jusqu'à ce qu'il parte. On espère qu'il y aura une révolution ivoirienne comme au Burkina et comme au Népal. Ça va faire du bien aux Ivoiriens. Mais nous sommes contents. Merci, M. Adjei, pour cette émission. Nous voulons simplement dire que nous sommes très fiers des Ivoiriens, très, très fiers de tous ces frères et sœurs qui sont sortis le week-end, que ce soit à Paris ou à Abidjan, qui n'ont pas eu peur, surtout à Abidjan, qui n'ont pas eu peur de M. Ouattara et de tous ses accompagnateurs, mais qui sont sortis avec un cœur très brave pour s'opposer justement à M. Alassane Dramane Ouattara et pour exprimer leur désaccord du 4e mandat. C'est très important. C'est un grand saut aujourd'hui dans la démocratie en Côte d'Ivoire parce qu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, même maintenant, les gens n'osaient pas sortir, les Ivoiriens n'osaient pas parler. M. Ouattara et le RHDP faisaient des lois et refaisaient les lois et M. Ouattara dominait la Côte d'Ivoire comme bon lui semblait. Alors aujourd'hui, quand on voit des jeunes Ivoiriens qui sont dans les rues pour dire non, les gens tirent les lacrymogènes et ils reviennent, on tire les lacrymogènes, ils s'en vont se laver le visage et ils reviennent, ça montre déjà beaucoup de détermination et croyez-moi, ce sont des choses qui vont faire mouche. Nous sommes en tout cas très heureux de voir que les Ivoiriens se sont réveillés et qu'aujourd'hui rien ne les effraie. Rien ne fait plus peur aux Ivoiriens. Ils savent que, écoutez, M. Adjei, quand vous savez que vous êtes un cabri mort, eh bien, vous n'avez pas peur de couteau, n'est-ce pas? Comme on dit en Côte d'Ivoire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Et beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui, voilà, ont cette sensation que de toutes les façons, nous sommes des cabris morts. Qu'est-ce que nous avons à perdre? Nous n'avons rien à manger, nous n'avons pas de toit, nous n'avons pas de travail, nous sommes diplômés à la maison, dans les cabines téléphoniques, eh bien, écoutez, on va y aller. Si on nous met en prison, au moins là-bas, on va nous donner des purées de maïs pour manger, on aura quelque chose à manger. Donc ça, c'est vraiment un grand bond et nous sommes très fiers, très, très fiers des Ivoiriens. Et nous remercions surtout Dieu de ce que la peur a changé de camp. En tout cas, nous croyons que la peur a changé de camp parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sortent. Donc la peur a vraiment changé de camp. Ce ne sont plus les Ivoiriens d'hier qui avaient peur de sortir, qui avaient même peur de parler, si on ne pouvait pas voir sur les réseaux sociaux. Et nous remercions le procureur de la République qui a pensé qu'il allait il allait donner plus de peur aux Ivoiriens, mais qui aujourd'hui, en fait, a plutôt
encourager les Ivoiriens à justement s'élever contre l'autorité de M. Ouattara et à affirmer son désir d'indépendance. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse tous. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Merci. Voilà. Merci, M. Adjaï. Et puis, je crois qu'on se retrouve le mercredi. Mercredi, oui. On espère que d'ici là, on aura une très bonne nouvelle du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci au commandant et bonsoir chez vous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.